On m'entend bien? Oui, Oui, on on t'entend t'entend. bien. On était en train de Eh faire des bien, petits réglages. Alors là, je heu, regarde le stream. Bien évidemment, je lâche le Prime. lâchez les subs, abonnez-vous, mettez la Abonnez-vous. cloche. Pour plus de stream Audacity. Alors, j'ai Le ouvert stream mon tech. Audacity, c'est très bizarre, ça fait très longtemps que je l'ai pas fait. Pop, 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 pop. Ouais, mais oui, mais je pensais pas faire un enregistrement pendant mes vacances, alors j'ai pas amené mon casque. La semaine prochaine, j'aurai mon casque. Normalement, c'est paramétré pour que ce soit bien fait. Ah ouais, ouais, ouais. C'est oui, c'est oui, oui, C'est oui, oui. oui, 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 oui. Ah, je vais peut-être prendre ma gourde, moi. Alors déjà, tu parles de ta sœur autrement. J'adore Nico, parce que Nico est quelqu'un qui met des plugins sur Audacity, mais qui après ne trouve pas les paramètres audio d'Audacity. On verra ça en post-prod. J'adore cette excuse. Donc, c'est quand vous voulez. Moi, je lance l'Audacity. C'est bon, c'est lancé. C'est bon, c'est lancé. Bonjour. Et puis 3, 2, 1, générique. Bonjour. Oui, Bonjour tout le monde. bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Eh bien, je suis Roby, et bienvenue dans le Tardis. C'est un peu le nom de cette émission. Et je suis ravi de vous présenter mes deux comparses. Que mes deux comparses vont se présenter tout de suite. Allez-y. Oui, bonjour, moi je suis comparse numéro 1, ou numéro 3, ou numéro 2, enfin ça dépend comment on se regarde. Peter 1, Peter 2, Peter 3. Exactement, moi c'est Virgo, par habitude, ou Nicolas, ça dépend, hein, on va faire comme ça. Voilà, c'est bien. Bienvenue dans le Tardis. Et moi, je suis comparse B. Je suis Léo, en réalité, de mon vrai nom. Et bienvenue également dans le Tardis, bien sûr. Bah oui, bienvenue. Donc c'est un podcast, une petite émission tranquillou dans laquelle on va revenir sur les épisodes de la nouvelle saison de Doctor Who qui sort actuellement. Voilà, donc nous tournons à la mi-mai. Les 3 premiers épisodes de cette nouvelle saison viennent de sortir, donc l'épisode de Noël et les 2 premiers. Et donc aujourd'hui, voilà, un petit épisode pilote dans lequel on va vous présenter cette émission, nos envies, notre rapport à Doctor Who, et ensuite on va enchaîner du coup sur le premier épisode, l'épisode de Noël, qui était The Church on Ruby Road, et on va commencer tout de suite. Donc par exemple, toi Nico, depuis combien de temps connais-tu Doctor Who ? Oula, Doctor Who, maintenant ça remonte, parce que ma première initiation à la série, véritable, pas hasardeuse, remonte à l'ère de Matt Smith, à l'époque de sa saison 5, car voilà, une après-midi, je suis tombé, pendant ma pause goûter, je suis tombé sur... j'ai pas vérifié le nom de l'épisode, si j'avais su, j'aurais fait ça. L'épisode de Winston Churchill avec les Daleks. Ah oui, la victoire des Daleks. La victoire des Daleks. Victoria Voilà, de Alexandre, oui. Exactement, c'était ma première itération. Je me dis, c'est sympa. Ouais. Il y a un truc sur la Seconde Guerre mondiale avec Churchill. J'ai regardé et voilà, il y avait les Daleks et le Docteur. Donc du coup, ça m'a intrigué. Je me suis un peu renseigné sur la série vite fait parce que j'avais déjà tombé sur des extraits de l'époque David Tennant sur France 4, donc. Ouais. Et j'ai commencé comme ça un peu dans le désordre, c'est-à-dire que j'avais vu cet épisode, puis après j'ai compris qu'il y avait un ordre à regarder la série, donc j'ai recommencé depuis le début, et c'était à ce moment-là à peu près qu'il allait aussi y avoir la diffusion de la saison 6. Donc j'avais fait session de rattrapage, et me voilà depuis 10 ans maintenant, presque, un petit peu. Plus, ouais, parce que la saison 5 c'est 2010. Voilà. Mais c'est pas mal, Non, tu m'étonnes. Et du coup, toi Léo, à peu près la même chose ou un peu avant ? Non, moi au contraire un petit peu après en fait, puisque j'ai commencé à réellement m'y intéresser en 2013. Ok. Donc l'année des 50 ans. Ok. Avant encore j'avais
je ne savais pas encore que c'était Doctor Who, mais j'avais vu des extraits sur France 4 de l'épisode où le TARDIS prend forme humaine. Ah, la femme du docteur. La femme du docteur, exactement. J'avais vu la fin, je me suis dit, ça a l'air trop bien ce truc. Mais bon, j'avais lâché. Et ensuite, j'ai un très 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 bon ami à moi qui s'appelle Kevin, que je salue s'il écoute, qui m'a recommandé de regarder. Et à ce moment-là, j'ai commencé à reprendre dans l'ordre dès le premier épisode de l'ancienne nouvelle série, du coup. Ouais. À savoir Rose, avec Christopher Eccleston, Billie Piper, tout ça, quoi. Ok, donc t'as découvert en 2013 et t'as tout de suite rattrapé depuis 2005 comme a fait Nico, quoi. Ouais, et j'ai réussi à être pile à jour pour l'épisode des 50 ans, il y a 10 ans. Eh ben c'est beau. Ok. Voilà. Et toi, comment t'y es-tu mis? Bah ouais, c'est vrai que on en avait jamais parlé, alors que bah nous, ça va faire, je pense, presque 5 ans qu'on se connaît. Et qu'on s'est connus autour de Doctor Who. Ouais, c'est vrai que nous possédons un âge. Et du coup, moi, j'avais découvert, en zappant, je pense que c'était une pause goûter ou un truc comme ça, je devais avoir 10 ans, donc je pense que c'était en 2010, et je pense que c'était du coup le premier épisode avec Matt Smith, parce que j'ai vraiment ce souvenir... donc qui s'appelle la 11e heure. La 11e heure, exactement. En anglais, mais le prisonnier zéro en VF. Exactement, le prisonnier zéro en français. Donc le premier épisode de la saison 5 de la deuxième série. Alors oui, on va revenir là-dessus. Hein. Il y a 3 séries. Car aujourd'hui, nous traiterons de l'épisode 1 de la nouvelle saison 1, qui est aussi la saison 14, oui, c'est ou la ça. saison 40. Non, ouais, la saison 4. On peut dire la 3e série. Voilà, la saison 1 de la 3e série. Mais moi, du coup, j'avais découvert Doctor Who avec l'épisode 1 de la saison 5 de la 2e série, parce que j'avais ce souvenir d'un Matt Smith très jeune qui manque de se prendre Big Ben dans les parties. Et j'avais trouvé ça très rigolo, très frais. Moi qui n'avais quasiment jamais vu de SF à part Star Wars, en plus un truc à la télé, et du coup j'ai eu une théorie à ce moment-là, parce que comme j'ai vu juste après en rediffusion la même journée l'épisode Les Anges Pleureurs de la saison 3, Blink, qui est un épisode très particulier parce que le docteur n'apparaît même pas dans cet épisode, enfin il apparaît que très peu, c'est pas lui le personnage principal, il apparaît que par easter egg de DVD, enfin il apparaît que par vidéo et on le voit très peu à la fin. Et ben en fait, et comme c'était pas la même tête, parce qu'il y avait un acteur dans un épisode que j'avais vu et après c'était un autre acteur mais que en vidéo, je pensais que du coup il y avait 2 acteurs qui jouaient le même personnage, mais un quand il était mort, un quand il était vivant. Enfin, je commençais déjà à faire des théories en fait, dès la première fois que j'ai vu. Et donc du coup, j'avais regardé un peu par-ci par-là la saison 5, et arrivé en 2013, juste en fait j'étais curieuse comme ça, un peu comme Sherlock qui passait au même moment, juste je regardais quand ça passait. Et en fait j'étais très contente parce que pour mes 12 ans, 13 ans, non mais 13 ans je pense, ma mère m'a offert du coup l'intégrale DVD de la saison 1 à la saison 7. Et du coup j'ai pu tout rattraper pour pouvoir mater pareil, le spécial 50 ans, et c'était la première fois que j'étais devant ma télé au moment où un truc sortait, et c'est un petit peu ça Doctor Who en fait, on tombe amoureux du truc, on rattrape, et pour un événement bien précis quoi. Exactement. Alors, du coup, Big Ben dans les parties fait déjà partie de la liste des titres possibles pour cet épisode. C'est ça, Big Ben dans les parties. Mais il y en aura peut-être d'autres, hein, parce qu'il y a l'épisode dont on va parler, c'est pas Big Ben, hein, c'est une église dans les parties d'intro là. Oui, oui. Ou un bonhomme de neige sur la tête. C'est ça. Donc, comme on le disait, nous, ça fait à peu près 5 ans qu'on se connaît. On s'était rencontrés au moment du confinement. Pareil, on avait eu des potes en commun qui avaient fait... qui avaient organisé des petits trucs pour pas qu'on s'ennuie. Et on avait commencé à beaucoup parler de Doctor Who, parce que c'était une passion commune. Et là, aujourd'hui, on revient à cette discussion, mais on a envie de le mettre en exergue, en fait, et de partager ça, parce que c'est vrai dès qu'on se voit, on parle que de ça, quoi. Et... Exactement. Voilà, et donc... Sauf qu'on n'a pas de vie. Non, on n'a pas de vie, on est fan, voilà. T'es qu'un fan, hein, comme dit Vald. Ou Pascal Obispo. Oui, ou Pascal Obispo. Putain, j'allais la dire. Je suis fan. Et donc, du coup, là, c'est un podcast que vous pouvez écouter sur vos plateformes de streaming préférées, mais aussi sur YouTube. Et c'est pour ça que n'hésitez pas à venir nous passer un coucou sur YouTube,
YouTube. Vous n'êtes pas obligé d'écouter sur YouTube, bien évidemment. Mais le petit truc en plus que partagent ces plateformes, c'est la petite section commentaires. Donc si jamais vous avez Rien à voir avec le film d'Artus. Rien à voir avec le film d'Artus. Mais que je viens de voir et qui est pas trop mal, donc je vous le conseille. En vrai, c'était un bon moment au cinéma. Mais bon, on parlera des recos un peu plus tard. Oui. Ok. Est-ce que vous avez peut-être un petit truc à rajouter sur votre amour pour Doctor Who, sur on peut dire déjà quel est notre pourquoi on aime Doctor Who en fait. Ouais, je pense que c'est une bonne question. Par exemple, Roby, toi, pourquoi est-ce que tu aimes Doctor Who? Qu'est-ce que tu aimes dans cette série qui la rend si spéciale par rapport aux autres? Je commence du coup. Ouais. Parce que oui. Si spéciale, bah c'est vrai que en fait c'est une série qui mélange pas mal de sentiments, qui nous fait nous attacher à des personnages, comme c'est un peu le but d'une série. On passe de très bons moments, on peut en passer de plus mauvais. Ça me fait un peu penser à Game of Thrones à un certain moment, bien sûr, lorsqu'on doit quitter certains personnages. C'était un peu ce même sentiment que tout le monde a pu partager en voyant cette série un peu plus populaire en France qu'a été Game of Thrones. Et surtout, ce que j'aime beaucoup dans cette série, c'est que moi qui étais fan de comics aussi, qui le suis toujours, il y a un peu ce côté... c'est un immense trou de lapin, terrier de lapin en fait, dans lequel on peut se plonger, on peut aller regarder ce qu'on veut, sans forcément tout rattraper en fait. Si on a envie de voir telle saison avec tel acteur qu'on a bien aimé parce qu'on l'avait déjà vu dans une autre série ou un autre film, et ben on va passer un bon moment en matant juste un épisode si jamais. On peut passer un bon moment aussi en regardant juste une saison, et bien sûr ce qui est génial de cette série, c'est la cohérence. Comme on a dit, c'est déjà la 40e saison en 3 séries différentes. C'est la plus vieille série du monde. Et non, c'est la plus vieille série de SF. De SF Toujours en diffusion. Bah, je croyais que c'était la plus vieille série toujours en diffusion. Je crois pas. Non, parce que le problème, c'est qu'elle est... Ah non, peut-être pas. Ah, faudrait vérifier, je suis pas sûr. J'allais dire un truc par rapport au soap opéra, voilà. Mais on ne vérifie pas nos sources. Donc, non, jamais. Donc nous l'affirmerons. Voilà, nous dirons cette bêtise-là et vous vérifierez par vous-même car vous avez Internet. Je vais faire un petit peu de fact-checking rapidement. Parce que il me semble qu'il est en bataille avec Star Trek. Voilà. Non, je crois que Star Trek a été battu depuis longtemps. En tout cas, il a été à une époque. Ouais, c'est vrai, parce que Star Trek, c'est revenu, comme Doctor Who aussi. Mais je vais juste conclure en disant que c'est vraiment une série qui m'a fait passer d'excellents moments. Moi, je peux notamment penser à la saison 10 de Doctor Who, parce que c'est une série déjà en avance sur son ère, qui peut mettre en avant des personnages queer, notamment cette saison 10 avec le personnage de Bill Potts, qui est un de mes personnages préférés, et avec un docteur qui est peut-être l'incarnation la plus âgée qu'on a pu voir récemment, donc Peter Capaldi, et pourtant qui est un acteur à la fois plein de bienveillance malgré son expérience. Voilà, c'est un vrai mix de tout, et c'est caractéristique de toute cette série, voilà, qui me fait passer de très bons moments. Alors, du coup, j'ai l'information, une information Wikipédia concernant la plus vieille série du monde. Il s'agirait de Coronation Street. À tes souhaits. Qui est un soap anglais. Un soap anglais qui existe depuis décembre 1960. Et est toujours en diffusion. Toujours en diffusion. Toujours en diffusion. D'ailleurs, peut-être que je me trompe, mais il me semble que Millie Gibson était dans Coronation Street. Elle a fait un soap. Mais il y a beaucoup d'acteurs de toute façon qui... C'est le tremplin pour tout le monde, hein, les soaps en Angleterre. Mais c'est ça qui est bien en Angleterre, du coup, enfin en Grande-Bretagne, c'est que si tu fais de la télé, il n'y a pas de barrière comme on peut avoir en France, il n'y a pas de snobisme du cinéma par rapport à la télé, en fait. Elle a effectivement commencé en Coronation Street. Ok. Ah, d'accord. Et je viens de voir son âge réel et j'ai envie de pleurer. Ouais, Millie Gibson, du coup, qui est la nouvelle compagne du docteur. Elle a 20 ans. Hein. Elle a 20 ans, voilà. Elle a réellement 20 ans. Oui. Je suis vieux. Et toi, Léo, qui m'a posé la question, pourquoi Doctor Who ? Ah moi, ce que j'aime bien, déjà pour tout ce que tu viens de dire, mais il y a aussi une autre région une autre raison, pardon. Le Cotentin. Qui rejoint ce que tu viens de dire, c'est la variété en fait de Doctor Who que j'apprécie moi. Ouais. Avec son côté, on peut avoir un épisode horrifique, puis la semaine suivante ça va être quelque chose de plus romantique, puis sur un épisode un peu historique ou encore sur un épisode comique. C'est ça. C'est cette variété que j'aime
particulièrement, moi, dans On peut même arriver sur du féerique ou de la fantasy. du féerique, comme on va avoir visiblement un peu plus dans cette saison. Moi, c'est cette variété-là que j'aime beaucoup. Et que je retrouve pas dans d'autres séries actuelles. Est-ce qu'on peut dire que c'est une série multiple? Non, mais je pose la question. On peut dire ça. On peut dire que c'est une sorte, en quelque sorte, c'est une série d'anthologie en fait, d'une certaine manière. Et vous, Nico, est-ce que tout n'aurait pas déjà été dit? Eh bien, un petit peu. Alors pour moi, Doctor Who, après, effectivement, c'est très dur de repasser après tout ce que vous avez dit. Je rajouterais peut-être que Doctor Who, c'est, je sais pas, c'est réconfortant. Oui. Il y a tout ce que j'aime dedans en termes de SF, d'histoire, de personnages, et j'ai toujours trouvé la série très réconfortante. Il y a des très bons épisodes, comme des épisodes très moyens. C'est toujours un peu en dents de scie, c'est une vraie montagne russe. Mais malgré tant d'années, parce que on va parler pour la série récente qui a commencé en 2005, donc. J'ai toujours autant d'amour pour la série malgré toutes ses imperfections. Voilà, donc c'est la continuité, le show, qu'on le veuille ou pas, arrive à se renouveler, et c'est quand même quelque chose que j'aime dans la série, en plus de tous ces points, et je prends toujours du plaisir à revenir à Doctor Who dès qu'il y a une nouvelle saison. C'est pas la série forcément où je me dis tiens, aujourd'hui je vais me refaire l'intégralité des saisons. Non. Je suis plus en sporadique, en mode tiens, cet épisode je l'enverrai bien et tout. Mais la série a toujours un côté réconfortant pour moi, et je suis toujours content de voir qu'elle existe, et tant qu'elle continuera, je continuerai à la regarder quoi qu'il arrive, parce que n'importe quel acteur, actrice, docteur, docteureux, compagnon, compagnonne, ça restera toujours Doctor Who, et je soutiendrai toujours la série. Voilà, donc, c'est le côté réconfortant. Mon cher Nico, est-ce que Doctor Who ne serait pas votre petite Madeleine de Proust? Alors une très grosse Madeleine de Proust, parce que j'adore les Madeleines quand même. On la soutiendra toujours, même dans les moments les plus durs, même dans l'ère Chris Chibnall. Allez. Non, mais on aura l'occasion d'y revenir. Comme je le disais, c'est une série multiple. Et donc du coup, c'est ça qui est incroyable. Et c'est pour ça que même si j'ai moins aimé, par exemple, certaines saisons, on va le dire, la saison 11, 12 et 13, il y a plein d'autres personnes qui l'ont aimé, et tant mieux, et parce qu'elle a su proposer de nouvelles choses, donc elle a su attirer un nouveau public, et c'est ça qui fait la multiplicité du coup des fans de Doctor Who, et c'est ça qui est beau. Et il n'y a pas tout à jeter dedans. Non, il n'y a pas tout à jeter. Et donc, pour faire un lien peut-être avec l'ère précédente, donc celle du showrunner Chris Chibnall, qui avait du coup écrit et mené les saisons 11, 12 et 13. Sous l'ère j'allais dire une bêtise, j'allais dire le 13e Docteur. C'était ça, non? Non, je suis un peu perdu depuis qu'on a eu le 14e là. Oui, pas de souci, donc c'était bien ça, 13e Docteur, joué par Jodie Whittaker, et notamment, je vais juste retrouver ma petite fiche, l'épisode dont on va parler aujourd'hui est réalisé par Mark Tonderail, du coup qui est un réalisateur britannique, qui a notamment beaucoup réalisé pour la BBC et la télé britannique, et qui avait notamment réalisé 2 épisodes durant l'ère Chibnall, qui étaient, peut-être que vous allez vous en souvenir, Le Monument Fantôme et Rosa. Comme on disait, tout n'était pas à jeter, et je trouve que ça fait partie des bons épisodes de cette période. Alors, du coup, on peut également le préciser dès maintenant. Ouais. Si vous n'avez pas vu l'église de Ruby Road, ou The Church on Ruby Road en anglais, arrêtez ce podcast tout de suite parce qu'on va tout spoiler. Merci pour l'audit time et le watch time de 20 minutes. Non, alors, c'est vrai qu'on va spoiler, mais en fait, on va peut-être essayer de faire une... Alors, c'est vrai que notre ami Nico va résumer cet épisode afin qu'on va pouvoir en discuter juste ensuite. On va essayer dans un premier temps de pas trop spoiler, mais c'est vrai qu'il faut savoir qu'à partir de ce moment-là de l'émission, si vous restez, c'est soit que vous avez déjà vu l'épisode, soit que vous en avez rien à faire d'être spoilé. Voilà, on peut le dire comme ça. Et également, il sera possible qu'on spoil des épisodes précédents de Doctor Who aussi. Mais c'est ça qui est pas trop grave et qui est bien, c'est que Doctor Who, tu peux le spoiler, et on a toujours envie de regarder l'épisode, quoi. Et puis, c'est des spoils qui, pour certains, ont plus de 10 ans, donc on a peut-être un droit de veto là-dessus. Ouais. Voilà. Mais au moins, vous pourrez pas dire qu'on vous a pas prévenu. Mon petit Nico, ce serait pas l'heure du résumé? Eh ben, on est parti pour le résumé. Allez, on est parti. On met la ceinture du Tardis. Oui, capitaine. Eh ben, démarrage alors, hein.
Tout commence un 24 décembre 2024, hein, comme quoi déjà ça ne nous rajeunit pas. Un bébé est déposé dans une église de Ruby Road, hein, celle-là même qui donne son titre à l'épisode, sous les yeux de notre tout nouveau docteur qui a déjà la larme à l'œil. C'est mignon. Finalement, petite avance dans le temps, on se revient à fin décembre 2023 où la jeune Ruby Sunday est victime de malchance évidente dans sa vie de tous les jours, jusqu'au soir où elle fait la rencontre du docteur, kiffant sa vibe avec lui-même, en boîte de nuit. Attiré par tant de coïncidences, hein, un terme qui aura son incidence tout au long de notre aventure, il ne peut s'empêcher de protéger Ruby avec son tout nouveau Plussy tournevis sonique. Ça aussi, il faudra qu'on en parle. Oh oui. Mais c'est le lendemain, quand dans la famille adoptive de Ruby, l'adorable bébé Lulubelle se fait kidnapper par des gobelins dans un ballon volant, que nos deux protagonistes vont vraiment s'allier pour sauver cet enfant destiné à être mangé. Bon appétit bien sûr. Des cordes, de la musique et beaucoup de courses à pied, un bon retour dans Doctor Who. Voilà. Oui, Après, c'est compliqué de faire plus développé sans rentrer dans les détails, mais je me suis dit, on va pas préciser non plus. Non, mais j'aime bien, comme ça nous remet dedans. Moi, j'ai vu l'épisode il y a 2-3 jours. C'était parfait. Ok, donc du coup, d'ailleurs, Nico, tu viens de faire quelques petites blagues sur l'épisode. Est-ce que ça veut dire que tu l'as bien aimé dans son ensemble ? Oui, quand même, j'ai aimé l'épisode dans son ensemble, on va pas se mentir. C'était un bon retour et une bonne introduction. Normalement, on a déjà découvert le 15e Docteur joué par Ncuti Gatwa, faudrait quand même le préciser à un moment. Oui, c'est vrai. Lors de l'épisode j'ai oublié le nom de l'épisode. The Giggle, le fabricant de jouets. Le fabricant de jouets qui voyait le retour du fabricant de jouets Céleste, ou le Celestial Toymaker qui n'ont appelé que le Toymaker pour des raisons pratiques. Oui. Où faut rappeler donc que le 14e Docteur est victime d'une birégénération. C'est ça. Oui. Et bigénération, oui. Et le corps du 14e Docteur se scinde avec le corps du 15e, donc Ncuti Gatwa. Donc on a déjà eu son introduction assez fulgurante et explosive. C'est ça. Lors de l'épisode anniversaire. Donc ce n'est pas vraiment la première fois qu'on voit son Docteur. Voilà. Tout à fait. Après, on peut tout à fait prendre la série à cet épisode-là. Par contre, on peut effectivement prendre cet épisode-là directement parce que nouvelle série, nouvelle saison. Il faut pas forcément connaître tout le lore précédent des, pour le coup, 20 dernières années, hein, on va arrondir. C'est ça. Oui. Pour comprendre là où on en est. Oui, voilà. Du coup, c'est ce que j'aime bien aussi dans Doctor Who, c'est que c'est un peu une série qui marche un peu comme la Marvel, avec des phases. Même si Marvel cabotine un peu depuis quelques temps, j'ai un peu l'impression que du coup, Doctor Who, moi j'ai découvert avec la phase du coup 2010, avec du coup l'arrivée de Matt Smith, on peut peut-être le 11e Docteur, on peut peut-être incorporer dedans aussi le 12e qui fait partie de la même phase. Juste avant, on a eu le 9e et le 10e Docteur. En fait, parce que du coup, peut-être un showrunner égale une phase, c'est à peu près ça, parce que c'est des idées. Donc, de 2005 à 2009, c'était une phase. Ensuite, de 2010 à 2000, que je me trompe pas, 2018, c'était une autre phase. 2018 à 2022. Je crois que c'est 2017, il me semble. 2017 avec un épisode de Noël, peut-être. C'était ça. Voilà, donc c'est ça qui est vraiment cool. Et du coup, là, The Church on Ruby Road, c'est le commencement. Donc, notamment Exactement. Je vais la citer, ma petite sœur qui aime bien aussi la série, mais qui est pas. Je veux dire, qui a pas autant les connaissances que nous. Oui, c'est ça, mais elle ne s'en plaint pas en fait. Elle aime ces périodes, elle aime beaucoup revoir la saga Matt Smith, la saga David Tennant. Elle a skippé du coup quelques épisodes de Capaldi et complètement Whittaker parce qu'elle était pas du tout dans sa phase Doctor Who. Elle rattrapera peut-être plus tard, mais là elle a repris la série avec Ncuti Gatwa et elle aussi elle a passé un très bon moment même si elle avait pas le background de 13 et 12 et c'est pas grave du tout. Pareil, moi j'ai revu l'épisode avec ma nièce qui a 8 ans, tu vois. Ok. Et évidemment, elle avait pas vu donc, tous les épisodes des 60 ans, elle avait rien vu de l'ère Whittaker, je lui montre juste quelques épisodes comme ça de temps en temps. Ouais. Et pareil, elle a passé un bon moment devant cet épisode-là, quoi. Est-ce que ta nièce avait vu les épisodes spéciaux des 60 ans ? Non. D'accord, même pas. Donc oui, donc c'est la preuve que même si cet épisode du coup de The Church on Ruby Road peut faire partie du coup de cette ère spéciaux des 60 ans, parce qu'elle est sortie à peu près en même temps, on n'est pas forcément obligé d'avoir vu les 3 épisodes juste avant avec le 14e Docteur pour tout comprendre, quoi. Non, pas du tout. Et du coup, toi Léo, t'as passé un bon moment devant cet épisode ?
Moi, j'ai passé un très bon moment la première fois que je l'ai vu. Ok. La deuxième fois et les autres, c'était une souffrance. Non, c'était pas une souffrance, mais ouais, j'éprouve un petit peu moins de plaisir à les revoir en fait. D'accord. Peut-être parce que c'est une histoire qui reste relativement simple, Ouais, je comprends. mais en même temps c'est compréhensible parce que c'est surtout un épisode qui est là pour introduire Ruby Sunday. Tout à fait. Voilà, moi un manque de complexité qui me frustre un peu dans cet épisode. Bah, moi, il m'a beaucoup fait penser à Rose, du coup, le premier épisode de la saison 1 en 2005. Un Oui. épisode très introductif, pardon, qui Exact. nous fait passer un bon moment sur le moment, mais qui nous fait vite partir sur la suite, en fait. Ouais. Quand j'ai revu Rose, du coup, avec d'autres personnes pour les faire rentrer dans la série, c'est vrai que moi, j'ai passé un... Enfin, il y a un côté un peu de... Ah, c'est bon, je le connais déjà. Qui a pas avec d'autres épisodes, c'est ça qui est bizarre. Pour moi, du coup, il y a deux épisodes qui peuvent être comparés à The Church on Ruby Road, qui sont des épisodes de démarrage. Du coup, il y avait Rose en 2005, Ouais. et il y avait Le Prisonnier Zéro en 2010. Mais à l'inverse, Le Prisonnier Zéro, je sais pas, il y avait un petit truc de... Ah, tu vois, il y avait un... On a un peu peur, il y a des choses très intéressantes dans les images, tu vois. Ouais, il y a un truc un peu horreur aussi à la fin qui est C'est pas ça. mal. J'ai pas envie de dénaturer et de dégrader The Church on Ruby Road parce que j'ai passé un excellent moment, mais c'était différent en fait. C'était plus dans les émotions, un peu comme dans Rose, on a découvert sa famille. Là, c'est la même chose. Ruby, elle me fait beaucoup penser à Rose. On a découvert sa maman, sa grand-mère, Oui. ses amis aussi, parce que du coup, elle est pianiste dans un groupe. Mais à l'inverse Ruby de... Rose. Ouais, Ruby Rose, si on veut. Mais du coup, à l'inverse de toi, Léo, j'ai passé quand même un excellent moment au deuxième visionnage. Donc du coup, pourquoi toi, t'as déjà eu ce petit frein? Je sais pas. Alors, il faut dire que c'était la, je crois, 4e fois que je voyais l'épisode. Ah d'accord, quand même, déjà. Oui. Donc, je commence à le connaître, celui-là. Ok. Mais ouais, je sais pas. Ouais, c'est... Bah, du coup, il y a peut-être forcément moins de surprises au 4e revisionnage pour une histoire qui reste simple, en fait. Évidemment, oui. Moi, je suis un peu déçu, notamment par toute la scène où ils sont dans... Toute la partie où ils sont dans le vaisseau gobelin, Ouais. qui certes est très vivante et un peu marrante, mais au final, c'est très court et c'est très vite résolu, cette histoire d'enlèvement de Lulubelle. Bah c'est vrai parce que c'est plus un prétexte en fait. Lulubelle était le prétexte. Si c'était directement Ruby qui s'était fait enlever à ce moment-là de l'épisode, c'est vrai que ce petit creux est peut-être un peu long du coup parce qu'on n'est pas trop attaché à Lulubelle. Exactement. D'ailleurs, juste puisque tu faisais des comparaisons entre Ruby et Rose, j'ai une petite anecdote là-dessus. Alors, c'est dans la scène justement du bonhomme de neige qui menace de s'écraser sur Ruby, ses copains. Ouais. C'est Vous cool. voyez, ce bonhomme de neige est attaché à un bâtiment. Ouais. Oui. Eh bien, sachez que ce bâtiment, Waouh. c'est exactement le même que celui dans lequel se trouve le magasin de Rose dans le premier épisode. Waouh, le clin d'œil est pas mal, hein. Oui. C'est-à-dire que c'est le Et même oui. lieu de tournage ou c'est dans le lore, c'est le même magasin? Et c'est le Je pense même que lieu c'est de dans le- tournage. Je Waouh, pense que c'est ok. dans le lore aussi un petit peu. Dans le lore peut-être, mais c'était pas marquant en fait. Parce qu'on voit pas que du tout. pour le docteur, c'était il y a maintenant 1300 ans, donc Ouais. voilà, il est passé à autre chose, quoi. Il a eu d'autres conquêtes. Oui. Et également, j'ai d'autres petites infos sur cette scène, c'est que cette scène en fait a été rajoutée suite à une projection test organisée par Disney, D'accord. puisque donc maintenant Doctor Who est diffusé à l'international sur Disney+. Ouais. Elle a été rajoutée à la demande de Disney pour que le Docteur soit introduit plus tôt que ce qui était prévu à l'origine. Ouais, c'est vrai, parce que du coup, au moins, on rencontre le docteur, le TARDIS, le tournevis sonique, qui se présente un peu à un policier, assez tôt dans l'épisode, alors que c'est vrai que si on enlève cette scène, il se présente à la toute fin. Donc c'était peut-être une bonne idée. Parce que cette scène, elle est plaisante, et ça rajoute aussi un peu du contenu avec les gobelins qui cherchent vraiment à embêter Ruby, quoi. Enfin, cette scène, elle n'est pas particulièrement... Il n'y a pas particulièrement de tension quand même sur cette scène. Non, c'est enfantin, tu vois. Non, parce qu'on sait très bien Mais- qu'il va rien se passer. Ah oui, complètement. Mais, du coup, voilà, cette scène était importante pour que
docteur soit réintroduit plus directement, mais qui nous présente également son nouveau tournevis Sonic. Et je crois que tu as des choses à dire là-dessus, Nico. Ah, c'est vrai qu'on peut parler de ça. Ouais, je suis pas fan du design du tournevis Sonic parce que on perd l'aspect tournevis en fait. C'est une télécommande. C'est une télécommande. C'est une télécommande Sonic. Pourquoi pas une télécommande Sonic, mais... Après, moi, ça me choque pas particulièrement que ce changement de forme, parce que je rappelle que c'est déjà arrivé par le passé, qu'on a eu une saison où le docteur avait des lunettes Sonic. Ah ouais, mais il les appelait les lunettes Sonic. Il les appelait des lunettes Sonic. Il les a pas appelés tournevis Sonic en forme de lunettes. C'est ça. Oui, oui. Mais surtout, en fait, moi, le design du tournevis en soi, je m'en fiche un peu. Mais le seul truc qui me dérange, c'est que j'ai aimé énormément celui du 14e, en fait, de tournevis. Je sais pas vous, hein. Il était ultra c'était une stylé. compilation des tournevis des docteurs précédents. Ouais, mais du coup, c'était faire du neuf avec de l'ancien. Vous voyez, il y avait un vrai truc vraiment cool. En plus, il avait des nouvelles fonctionnalités qu'on n'avait jamais vues, comme faire apparaître des écrans. Peut-être que ça reviendra à l'avenir. Bien sûr, peut-être que ça reviendra, mais c'est dans le design du tournevis où en fait je le trouvais hyper stylé. Et même ça faisait très longtemps, donc je pense que c'est depuis celui de Matt Smith, le 11e, le vert, que j'ai eu cette petite sensation de comme quand j'étais enfant de « Ah tiens, j'aurais bien aimé l'avoir en jouet », tu vois, un truc comme ça, tu vois. Comment je pourrais le décrire, ce tournevis? C'est un... Ouais, c'est une télécommande. C'est une télécommande... C'est une souris d'ordinateur. Un peu, Ouais, une souris d'ordinateur plate. C'est une souris... Bah, c'est une télécommande, quoi. Ça me fait beaucoup penser à la télécommande, je sais pas si vous avez vu le film La Zapette. C'était pas ça? Clic. Je connais pas. Télécommande Mais oui, votre vie. c'était Click. Ouais. Film début année 2000. Avec Le- ce mec c'est qui le peut changer Qui sa peut arrêter vie. le temps. Qui peut arrêter le temps avec la télécommande avancée ça. et tout, et c'est le... D'accord. Ça, ça a j'ai donné pas le vu, même non. où on voit David Hasselhoff se faire gifler. Ouais, tout à fait. Et ce film qui me fait un peu penser Quoi à Pleasantville, c'est vraiment un film qui paye pas de mine. Et tu te dis, bon, ça, t'as encore une énième comédie, tout ça. Et en fait, quand tu le vois, tu fais, oh putain, en fait, il était un peu touchant, il est pas mal Attends. foutu, tu vois. Qu'est-ce que t'as dit, Nico? On voit David Hasselhoff se faire gicler. Non, gifler. Gifler. Non, gifler. C'est sûrement déjà arrivé, mais je ne sais pas s'il a fait une Michel Houellebecq, comme on dit dans le milieu. Donc, Voilà. on s'égare, les enfants, on s'égare. Ouais, mais c'est le but. Bon. C'est le but aussi. Donc on a parlé du tournevis, c'est vrai que du coup tu parlais de la scène avec le bonhomme de neige, la scène qui vient juste avant cette scène avec le bonhomme de neige. Moi j'ai adoré cette intro, en effet clip du coup. Alors juste après l'interview de Ruby, il y a un effet clip du docteur qui danse et qui s'amuse. On voit vraiment il a arrêté d'être dépressif en fait, ça fait du bien. Tu Il a vraiment relâché toute sa pression. C'est ça. C'est la fin de The Giggle en fait. Où, Faut partir mais du principe que là on a un docteur vraiment joyeux. On a vraiment un nouveau départ pour le docteur. Exactement. Parce que, effectivement, nous comme voilà, on a vu The Giggle, donc on sait d'où on vient. Mais il faut prendre le spectateur lambda qui connaît pas la série. Voilà. Le docteur, c'est quelqu'un apparemment de joyeux, assez mystérieux, assez énergique. Nous, on a le poids de son passé dans la conscience, mais pour un spectateur qui connaîtrait pas la série et qui découvre sur Disney+, maintenant que c'est accessible beaucoup plus facilement que devoir attendre 1 an pour se taper l'épisode en VF sur France 4. Pour moi, c'est un peu un mix entre Capaldi et Whittaker, je sais pas vous. C'est-à-dire qu'il a cette expérience et il sait tout le temps quoi faire. Mais en même temps, il a cette joie de vivre que pouvait avoir Whittaker, sans son côté, à quelques moments, elle était un peu timide, c'était dans son caractère, Ouais. qui était vraiment très attachant aussi. Mais là, c'est encore un truc de faire du neuf avec du vieux, mais on a enfin lâché le côté dépressif que pouvait avoir Tennant ou Smith, qui était du coup revenu avec le 14e, et ça, du coup, ça va peut-être nous faire... aller sur ce débat-là, pour moi, ça vient de la bigénération. Ah mais complètement. Parce qu'en tant que tel, c'est expliqué du coup dans l'épisode précédent, The Giggle, lorsque le fabricant de jouets tire sur le 14e docteur avec son rayon laser. En fait, c'est trop tôt. Le docteur venait de se régénérer. C'était pas le moment de se régénérer sous les traits de Shootigatois. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là que Russell T. Davies nous a sorti le petit tour de passe-passe de la bigénération. Que je comprends du côté de c'était trop tôt, un peu comme quand on sort un gâteau du four trop tôt, vous voyez. Mais en même temps, comme c'est l'enfant intemporel, c'est un seigneur du temps, il a des super pouvoirs en fait. C'est trop tôt, mais il y a quand même une porte de sortie, donc un truc qui arrive tous les millions d'années.
qui est la bigénération, c'est-à-dire que son incarnation future va arriver plus tôt et lui dire, mais t'inquiète, t'as déjà fait le travail sur toi. Donc c'est le fait que le 14e va être en vacances, quoi, chez son ami Donna. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. En fait, exactement. En fait, il fait ça, on va dire, entre guillemets, il fait sa thérapie, mais nous, on la voit pas, quoi. Oui, et tant mieux peut-être. C'est Oui. pas, ça aurait pu être intéressant, mais c'est pas ce que voulait voir nous montrer Russell T. Davies. Donc c'était pas trop mal. Et du coup, il y a une théorie que j'ai envie de vous partager, que j'ai vue sur YouTube il y a pas très longtemps. D'après certaines personnes, le 14e Docteur, donc à la fin de sa vie de 14e Docteur, apparemment va revenir dans son flux temporel. Et pour certaines personnes, il va devenir le Watcher. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Oui. Pas du tout. Qui est du coup... Alors au moment où le 4e Docteur s'était régénéré, il y avait une sorte de cocon de personne, une sorte de momie qui le suivait pendant tout l'épisode de Logopolis, et qui, à la fin de l'épisode, a fusionné avec lui pour devenir le 5e Docteur. Ouais. Parce qu'à l'inverse, en fait, le 4e Docteur a un peu tiré sur la ficelle, et a un peu resté trop longtemps. Vous voyez ? Un peu comme voulait le faire Peter Capaldi. Oui, mais à l'inverse, Peter Capaldi voulait alors qu'il devait se régénérer. Là, c'est l'inverse. Le 4e Docteur est resté très longtemps. Ah oui, son air a duré très longtemps. C'est ça, son air a duré très longtemps. Et du coup, le Watcher était un peu venu et il avait regardé en mode « Allez, c'est bon, laisse ta place à quelqu'un d'autre. » Et pour certaines personnes, du coup, afin de rétablir le flux temporel, le 14e Docteur, il faut bien qu'il devienne quelque chose. Il va pas rester une deuxième entité du Docteur. Et du coup, pour certaines personnes, il va re-rentrer dans son propre flux et être ce Watcher, parce que comme le disaient ses compagnons de l'époque au 4e Docteur, The Watcher, c'était le Docteur depuis le début. D'accord. Mais ça avait jamais été expliqué, ça, du coup, qui était le Watcher. Donc moi, je me dis, bon, ça peut être une bonne idée. Ou alors, il y a aussi simplement une autre théorie qui expliquait que, tout simplement, le 14e Docteur, en fait, allait continuer à vivre sa vie simplement sur Terre sur Terre, et deviendrait, en fait, le conservateur qu'on croise à la fin du Jour du Docteur. L'épisode des 50 ans, 2013. L'épisode des 50 ans. Ça peut être aussi une bonne théorie. Bah, pour être franche avec vous, le seul truc qui m'a dérangé dans la bigénération, c'était qu'on bigénère aussi le Tardis, en vrai. Oui, ça, je n'ai pas compris. Ça me sort un peu sorti du chapeau, mais moi, c'est pas le truc qui me gêne. C'est surtout, moi, ce qui me gêne un peu, c'est que David Tennant, on l'a beaucoup aimé en 10e Docteur. On l'a bien aimé aussi en 14e Docteur, mais on l'a beaucoup vu quand même. Il est déjà revenu dans l'épisode des 50 ans. Bon, t'as complètement le droit de revenir. Ah oui, mais je me dis que ça, là du coup la bigénération, ça laisse la porte ouverte à ce qu'il revienne. Je l'aime beaucoup David Tennant, mais c'est bon, on l'a déjà beaucoup vu quoi. Et pour Doctor Who, une série sur le changement, je me dis c'est dommage quand même. Non, c'est bien vrai. Le seul truc, c'est qu'il me fait un peu penser à Tom Baker, qui était resté très longtemps et qui est revenu 2 ou 3 fois pour des spéciaux aussi. Et encore, c'est un des plus... j'avais reluctant en anglais, mais le terme français ne me revient pas. Les moins aimés le moins... Enthousiaste. Enthousiaste, merci. Le moins enthousiaste, c'est l'idée de revenir dans Doctor Who. C'est-à-dire que même ses apparitions, honnêtement, celle du 50e anniversaire, c'était vraiment un événement. Parce que la dernière fois qu'on l'avait vu, vraiment, c'était sur un petit écran en mode allez-y, je le fais, mais je veux rien avoir à faire, quoi. Ah oui, c'était dans cet épisode Cursed de... Voilà. Punaise, Dimensions in Time. Ah ouais, Dimensions in Time. Pour les 40 ans de la série, quel enfer. Pour ceux qui connaissent pas la série classique... Ouais. Dimensions in Time, c'est un épisode qui était pour les... Non, peut-être pour les 20 ans d'ailleurs, je crois. Non, c'est les 40 ans, je crois. Hein. C'est entre... Non, les 40 ans, ça aurait été en 2003. Non, ça peut pas être... Ouais, ça peut pas être les 40 ans. Ah, c'est les 30 ans, du coup. 30 ans, peut-être. C'est les 30 ans. Et c'est aussi un épisode, en fait, qui, en plus, du coup, dure 2 fois 10 minutes. Ouais, c'est très court. C'est très court, qui, en plus, un crossover avec... Coronation Street, je crois. Non, c'est EastEnders. Ah oui, c'est EastEnders. Pardon. Encore un autre soap anglais, où il y a 5-6 incarnations du Docteur, peut-être une dizaine de compagnons, plus les personnages des EastEnders.
Et le tout filmé et montré à la télévision en 3D. Un bordel innommable. En 20 minutes. C'était pour les 30 ans de la série et c'était dans le cadre du Children in Need. Voilà, bref. On va peut-être revenir sur The Church on Ruby Road. Alors qu'est-ce qui pourrait être le lien entre Dimensions in Time et The Church on Ruby Road? Bon Voilà. bah, si, qu'est-ce que vous avez peut-être pas trop aimé dans cet épisode? Ah, On Qu'est-ce t'a que pas j'ai posé pas la aimé question de tout. Qu'est-ce que tu as aimé dans l'épisode? Ah oui, bon bah du coup je vais faire les deux. Oui. Moi ce que j'ai beaucoup aimé dans cet épisode en vrai, c'est la maman de Ruby en vrai. Ah, elle est tellement chou. Je Elle sais est plus comment elle très s'appelle. chou, très touchante. C'est une... Comment elle s'appelle C'est déjà? une vraie mère quoi. J'ai le nom de la grand-mère, mais j'ai plus le nom de sa mère. La grand-mère. Donc là, on a la grand-mère qui réclame son thé pendant tout l'épisode. Ça, c'est assez rigolo. qui est Cherry Sunday. C'est ça. Cherry et... mince, je ne trouve Punaise. pas. Et cet épisode Ça est va bien nous préparé. revenir, ça va nous revenir. Vous voyez comme ce podcast est bossé à fond quand Ah même. ouais. Mais vas-y, continue, on va trouver pour toi. D'accord. Oui, oui. Ouais, du coup, j'ai trouvé son personnage très intéressant. Son rapport avec Ruby était vraiment cool. J'ai pas encore trop compris Ruby, j'ai hâte de voir les autres épisodes sur elle qui vont me la faire découvrir. Donc, Elle très... s'appelle Carla, sa maman. Carla, Carla Sunday. très touchante. Voilà. Le docteur aussi, très à l'écoute, qui aime bien les bébés, qui sait bien s'en occuper, qui a pas trop de tête en l'air. Alors, en vrai, j'ai passé un très bon moment, même la deuxième fois. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, juste en fait, que la deuxième fois que je l'ai vu, j'étais en mode ah, vite, j'ai hâte de la suite. Et du coup, Ouais. ça c'est cool, ça fait plaisir. C'est Ouais. un peu le même sentiment que j'avais eu avec The Woman Who Fell on Earth. Du coup, le premier épisode de la saison 11. Donc le premier épisode avec Jodie Whittaker. Ouais, le premier épisode de l'ère précédente. Mais malheureusement, Ouais. le soufflet était un peu retombé. Oh oui, il est retombé assez vite. Ouais, le soufflet était retombé assez vite dans la saison 11, malheureusement. Enfin, c'était pas ce qu'on a aimé hein, dans Doctor Who. Et là, il y a un petit truc de... Ah, je pense que je vais bien apprécier. Ça va peut-être pas être ma saison préférée. Mais je vais pouvoir passer de bons moments. Et je vais avoir hâte de parler de la saison avec vous. Voilà. Ouais, moi j'ai surtout hâte de voir sur toute une saison Doctor Who avec du budget, avec des beaux effets Mais spéciaux. ouais. Oh là là. Ça va nous changer. Mais rien que dans le générique, tu le vois. Hein. Ce générique est splendide. Le graphisme, la musique est incroyable. Alors, Aussi. c'est pas la musique que j'ai peut-être préférée dans l'histoire de Doctor Who, mais moi c'est vraiment les effets visuels. Le TARDIS Oui, qui non, je suis d'accord. slide sur le vortex, Les couleurs. la typo, les couleurs de partout. Alors on va en parler de ce logo. Ouais. Notamment, Je n'aime pas. ma petite sœur m'a dit quand on l'a vu, ah il est moche le logo. Genre elle l'a vu pour la première fois, moi j'ai fait ah il est rétro. Moi je le trouve pas moche, je le trouve cool. Je trouve qu'ils se font pas bien dans le générique. C'est vrai que ça fait du coup quand il apparaît, je me suis dit, je trouve qu'il y a toujours un petit côté, je sais pas, série pour enfants. Bah c'est Disney. C'est C'est pas bien, parce que normalement Disney, malgré leur présence, financièrement ils ont rien fait pour Doctor Who, en tout cas pour cette saison-là. Non, c'est vrai. D'ailleurs, en parlant de Disney et de Doctor Who, alors je vous conseille à vous les amis, mais aussi aux personnes qui vont nous écouter, la série du... je sais pas si vous connaissez le youtubeur qui s'appelle le Trooper, qui a fait une série de vidéos sur Doctor Who, et notamment son histoire médiatique de production, le fait que Disney ait essayé à plusieurs reprises d'acheter la série, et voilà, du coup je vous la conseille, il était vraiment hyper sympa, et parce que bah, là, Disney a enfin réussi quoi. Mais oui. Enfin, non, ils ont acheté les droits de diffusion à l'international, mais visiblement, ils ont quand même une part de contrôle créatif dessus, puisque ils ont demandé à ce qu'il y ait eu des reshoots pour justement la scène du bonhomme de neige dont je parlais tout à l'heure. C'est ça, donc ils ont un petit droit de regard, et puis Disney a peut-être un peu gagné, parce qu'il y a enfin un TARDIS à Disneyland Los Angeles, quoi. Pour la promo de la Pour la nouvelle promotion de cette uniquement. Voilà, Mickey est content, quoi. saison. Faut pas s'attendre à voir le docteur déambuler dans la parade ou avoir son effigie à la maison des poupées. Hein. Non, bien sûr que non, mais...
c'est pas demain qu'on va avoir une attraction au Doctor Who à Disney, quoi. En vrai. Un Dark Coaster sur le thème du TARDIS qui bouge à travers le temps comme Star Tour. Mais oui, moi je prends. Un Star Tour Doctor Who. C'est un Dark Ride, on dit déjà. Un Dark Ride, merci, j'avais plus le nom, mais c'est un Dark Ride. Mais surtout, ce qui serait trop bien, c'est qu'ils pourraient faire comme Star Tour, c'est-à-dire que Star Tour, à quel moment tu vas dans l'année ou dans la journée, c'est un voyage différent. Enfin, tu vois pas les mêmes planètes, c'est pas le même droïde qui pilote, tu vois. Ben, on pourrait faire complètement la même chose. Même du coup, Star Tour, c'est pas en fonction du jour ou du moment. C'est simplement aléatoire. À chaque passage, t'as une séquence aléatoire en fait. C'est trop bien. Mais c'est pour ça que moi, je crois que je l'ai fait 2 ou 3 fois dans ma vie et c'était 2 ou 3 trucs différents. Ouais, du coup, pour vous, ce serait quoi l'attraction idéale Doctor Who? Ah, ça c'est drôle. L'attraction idéale. Honnêtement, après je comprends pas qu'en Angleterre il n'y ait pas déjà un parc à thème Doctor Who, mais il y a eu des trucs, hein. Les parcs à thème en Angleterre, c'est un sujet compliqué qu'on ne parlera pas là, parce que voilà. Il faut un podcast dédié à ça. Attendez que le parc Universal ouvre au Royaume-Uni. C'est Fish Fingers and Coaster. J'aime bien. Non, en vrai, ça ferait sens qu'il y ait, je pense, une attraction Doctor Who à Europa Park dans le quartier anglais. Ah ouais. Parce que le quartier anglais, il n'y a pas grand-chose, mais... Oui, c'est des choses culturelles, en fait. Ouais. Il y a bien un land de Arthur et les Minimoys, on peut avoir un land Doctor Who. Ouais, j'avoue. Allez. Mais revenons à Ruby Road. Oui. Oui, parce que du coup, cet épisode... Non, on n'a pas répondu à la question. Pour vous, ce serait quoi l'attraction idéale Doctor Who? Ah, bah comme on l'a dit, pour moi, c'est un Star Tour Doctor Who. C'est-à-dire que tu rentres dans un TARDIS, tu t'assois, il y a un écran, en fait, ça serait du coup, je sais pas, un comédien qui jouerait le Docteur, et en fait, qui essaye de faire voler le TARDIS, et on voit ce qui se passe dehors, en fait, et on atterrirait sur Terre, dans l'espace, on verrait des Daleks, enfin, tu vois, et ça bougerait dans tous les sens. On traverserait Gallifrey en temps de guerre, où on serait secoué de partout. Incroyable. Et que du coup... Non, ce qui serait bien aussi, c'est que, en rajoutant ça, pour souligner le côté varié de la série, c'est que, par exemple, tu peux rentrer dans la cabine du TARDIS et tu sais pas si tu vas avoir un truc fantastique, un truc horreur, un scénario un peu marrant. Tu vois, ce serait pas mal d'avoir cette variété. C'est vrai. En fait. Il y aurait forcément une base d'aventure, je pense, parce que si t'es dans le TARDIS, c'est le fait que tu voles et que du coup tu vas vite. Mais tu vois, il pourrait y avoir les anges pleureurs, les Daleks, les cybermètres. Enfin, il y a plein de trucs à faire, quoi. Et du coup, c'est-à-dire qu'en rentrant dans le TARDIS, ça pourrait être un intérieur de TARDIS différent. La personne, soit tu le verrais, soit tu le verrais pas. Du coup, la comédienne qui jouerait le Docteur, ça pourrait être des costumes différents. Tu vois, il y a plein de trucs à faire. Tu pourrais voir Canine. Hello, mistress. Ou alors, je vois bien un truc un peu comme Ratatouille, où on serait dans des... Le vortex. Ouais, où du coup on serait dans une espèce de pod qui, je sais pas, représenterait le TARDIS, et on serait baladé dans différentes scènes sans rail. Ça peut être pas mal aussi, hein. C'est vrai. Ah, pas bête. Bon, bah ok, il faut qu'on l'ouvre, ce parc à thème. Allez, on va pitcher tout ça à la BBC. C'est ça. Attendez, j'ai 2,50€ qui traînent quelque part, je peux... Bah voilà, bon bah on va ouvrir un parc à thème, mais avant ça on va essayer de finir cet épisode. Oui. Bon. Qu'est-ce qu'on n'a pas aimé dans l'épisode? Moi, il y a un petit truc qui m'a dérangé. Un tout petit truc. Oui. Je trouve que, en règle générale, les personnages queer dans cette série sont assez bien traités. Notamment le personnage de Rose dans les spéciaux des 60 ans, qui est un personnage que j'avais plutôt bien aimé. Voilà. Rose Noble, soyons précis. Rose Noble, bien évidemment, qui est la fille de Donna. Personnage du coup trans et queer très très bien représenté, c'était une actrice formidable qui l'a joué. En plus, ce qui est fou, c'est que on peut la nommer qui s'appelle Yasmine Finney. Yasmine Finney, excuse-moi, je n'avais pas son nom. Ce qui est très très bien aussi, ce qu'a fait cette série et que ne font pas d'autres, c'est si vous avez un personnage trans, et ben donnez-les à des actrices trans. C'est quand même le B.A.-ba. Oui. C'est comme si vous avez un personnage de handicapé, bah, donnez-le à une actrice handicapée, bien évidemment. Est-ce qu'on va faire on va faire un nouveau point, un petit truc en plus ou Non. Un nouveau point, un petit truc en plus. Non, ça ira. Et du coup, je parlais de Rose Noble qui était très bien traitée, et notamment
dans sa voix, parce qu'en VF, du coup, elle était doublée avec une voix féminine, et ça, c'était incroyable, du coup, pour le passing. Ouais. À l'inverse, il y a une pote, du coup, de Ruby, qui est, je crois, la chanteuse de son groupe. Ouais, elle n'a pas de nom. Elle est citée, mais plus tard dans la série, je crois. C'est Ok. ça. J'ai vu sur Et dans Wikipédia, la elle était novélisation- citée, donc... Et la novélisation. La novélisation, tout à fait. Mais du coup, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'en VF, bah... C'était clairement une voix masculine, et ça m'a un peu dérangé, en fait, c'est pour ça. Alors, du coup, moi j'ai vu l'épisode en version originale. L'actrice a plutôt une voix grave quand même. D'accord, ok. Mais, bah... Je trouve que... C'est vrai que c'est une autre question, du coup, la VF. Mais c'est pour ça que... Par contre, je trouvais que la VF avait pas fait trop d'efforts, tu vois. Je trouve que... C'est souvent important, tu vois. Je pense que, du coup, surtout que la voix, c'est une caractérisation... Je sais pas comment dire, une expression de genre très, très importante. Ouais. J'ai eu l'impression qu'il y avait pas trop de travail. Oui. Et c'est peut-être juste une impression. Alors que j'avais trouvé qu'avec Rose, il y a eu un travail, et même au niveau de la VF, que je trouvais qu'au niveau de la VF de cet épisode-là, il n'y était pas. J'ai hâte de voir la suite, peut-être que ce personnage va revenir du coup. C'est ça. Après, c'est peut-être possible que justement, donc le studio de doublage, ne sachant pas si ce personnage serait important ou pas par la suite. Et étant quand même extrêmement secondaire, car il doit avoir 3 répliques en tant que personnage. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais en vrai, ce personnage m'a un petit peu touché, parce que notamment, je crois que j'ai vu dans la distribution des autres épisodes qu'elle devrait revenir. Donc c'est pour ça que je me suis dit... D'accord. Je me suis un peu attardé, voilà. Mais sinon, en règle générale, je peux faire aussi un point sur la VF, qui est plutôt très très bonne. La VF est toujours bonne. La VF est toujours bien bonne. Comme on le dira à chaque épisode, bien sûr que nous sommes un tout petit peu déçus de ne pas avoir la voix de Ncuti Gatwa de Sex Education, qui était le personnage qui l'a fait connaître en France. Mais c'est pour des questions de disponibilité que ça ne s'est pas fait. Voilà, donc juste... Disponibilité du comédien de doublage. Tout à fait, donc juste dommage. Mais bon, le comédien de doublage remplaçant a fait un très bon taf, Ouais. je trouve. Ouais. Il y a vraiment La VF, rien à dire. la VF est dirigée par la même personne depuis 2005, les traductions sont la même personne depuis 2005, donc il y a quand même une certaine continuité. Disney a quand même continué à faire doubler du coup la série en Belgique. Ouais, Donc il y a une vraie continuité avec ça, parce qu'effectivement Disney c'est un peu aléatoire avec leurs séries. Des fois ils vont doubler tout en France chez eux, et des fois il y a des trucs un peu moins où ils sentent que le produit va pas marcher, ils vont le doubler en Belgique. Voilà, mais Doctor Who, ils auraient vu la notoriété de Doctor Who, ils auraient pu repasser ça en France. Ils ont préféré garder ça en Belgique. Donc tant mieux. Le seul défaut, c'est que certains personnages du coup ont perdu leur voix française pour certains qui étaient déjà connus en France dans d'autres séries. Je pense du coup à Ncuti Gatwa dans Sex Education, Oui. et à Yasmine, dont j'arriverai pas à prononcer correctement son nom de famille, Finet. qui est un un des personnages principaux. dans Euphoria. Non, Non, Heartstopper. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Mais à part ça, la VF est toujours de bonne qualité. Mon seul vrai reproche, tant qu'on est à parler de la version française, c'est le sous-titrage. Ouais, Disney De la a... série. Disney a toujours Disney, été nul là-dessus. Pardon, mais le sous-titrage est vraiment aux fraises. Ouais. Voilà, c'est triste. Mais je pense que malheureusement, ça ne va pas s'améliorer dans les autres épisodes. Pourquoi tu dis qu'il est aux fraises? Parce que moi, du coup, je viens de revoir l'épisode, j'ai pas noté de choses horribles. C'est très simpliste. C'est très simpliste comme... c'est on va dire, le minimum syndical de la traduction. Ouais, c'est vrai. Ah Même si oui, d'accord. Même si je comprends les impératifs des versions sous-titrées Ah oui. et des sous-titrages, on a vu mieux en termes de traduction pure et Moi, je fais un peu de sous-titrage sur mon temps libre. Je connais du coup les contraintes, mais du coup, je leur jetterai pas la pierre, tu vois. Pas faux. D'ailleurs, je me posais une question, comme c'est Disney qui a repris la diffusion, est-ce que vous pensez que ça va être Disney qui va aussi faire la diffusion en DVD Blu-ray? alors c'est Il y a une rien excellente d'annoncé question. pour le moment. Voilà, il y a rien d'annoncé pour le moment. Alors je sais qu'en Angleterre, forcément, la question se pose pas vu que c'est toujours la BBC. D'accord. Mais de toute façon, c'est toujours très bonne facture. La BBC, je pense. Alors, Léo, je pense que tu as plus de DVD et Blu-ray physiques britanniques pour Doctor Who, Oui. donc à toi de nous dire si la qualité est bonne. Mais La qualité est assez bonne en tout cas. Il y a plein de bonus et c'est vraiment des trucs roboratifs. Hein.
Ouais, ils traitent bien leur sujet. Malheureusement, en France, c'est France Télévisions qui avait les droits, qui a toujours les droits parce que encore récemment, il y a un coffret, le coffret 60e anniversaire qui est sorti sans l'épisode des 60 ans, je crois. Avec des épisodes spéciaux de Whittaker qu'il fallait forcément acheter à côté parce qu'ils sont pas dans le coffret. France TV Distribution, on en pense beaucoup, mais voilà. Ça fait je sais pas combien d'années que France Télévisions distribue Doctor Who en France. Il manque toujours l'épisode spécial de Noël introducteur de David Tennant dans la saison 2. C'est vrai. Oui, enfin, pour un coffret qui coûte plus de 130 balles, je crois. Voilà, et réédité du coup à de nombreuses reprises. Mais même les saisons en elles-mêmes ont été rééditées à plusieurs reprises et cet épisode n'a jamais apparu. N'a jamais réapparu, voilà. Le seul moyen de le voir, c'est sur Internet. Ça a été pendant un moment, je crois, sur Prime Video. Oui, non, il y a toujours moyen de regarder les épisodes légalement parce que la nouvelle série, du coup, se trouve sur Disney+, mais ils ne mettront pas en ligne les anciennes saisons. Il y aura pas 2005-2023. Il y aura pas les vieilles saisons, ce qu'on appelle la saison classique. Alors, ils n'y seront pas. Ah bon? Je pense moi, il me semble avoir vu que ça va y être, mais d'ici quelques mois, pas immédiatement. Ce que j'avais entendu dire, c'était que c'est pour ça qu'il y en a de moins en moins sur Prime. Ah, il les garderait sur Disney pour avoir récupéré les droits de tout le monde. En fait, c'est surtout que là, Disney est en train de sortir au compte-gouttes la saison 1. Et en fait, je pense que entre juillet et décembre pour le prochain épisode de Noël, je pense qu'au compte-gouttes, ils vont peut-être nous ressortir des vieilles saisons pour nous faire attendre. Moi, je pense que c'est pas mal. En mode, vous avez aimé cette nouvelle saison, regardez, il y a 13 autres saisons. Regardez ces vieux épisodes. Ah, pourquoi pas? Il y a 13 autres saisons de la même chose que vous avez tant aimé. Mais du coup, ils vont pas les sortir maintenant parce que les gens pourraient faire une overdose et ne pas regarder du coup Je suis d'accord. La nouvelle série. Il y a du bon et du moins bon à être passé sur Disney, voilà. Ah c'est sûr que en termes de... Moi, ce que je vois en premier, c'est... Déjà, ça se voit qu'il y a beaucoup plus d'argent. L'argent, quel plaisir! C'est vrai, enfin... Ça a commencé comme une série fauchée et maintenant moins. Et tant mieux, hein. Parce que, on se souvient de la saison 1 et 2, 2005 et 2006, là, avec... Ah, la conscience d'Estine, souvenez-vous-en. Parce que vous avez vu dans les épisodes des 60 ans, quand ils veulent mettre des images d'archives de Doctor Who, c'est pas évident. Ils ont restauré les images, mais c'est pas évident, alors que ça a que 10 ans. Ouais. Hein. Mais au moins, tant mieux, il y a de l'argent, et là, c'est une équipe de cinéma. Hein. Et puis, je crois que c'est la première fois qu'on a Doctor Who qui est originellement en 4K. Hein. Oui. Les Blu-ray 4K des saisons 11, 12 et 13 doivent exister, mais c'est vrai que ça n'avait pas été diffusé en 4K. On s'égare. On était sur la chanson des Gobelins, et on n'a pas juste parlé qu'est-ce qu'on pense du fait qu'on ait une chanson comédie musicale dans un épisode de Doctor Who. moi cette chanson, c'est pour moi le moment fort de l'épisode, en fait. Hein. Ah, pour moi aussi. Mais visiblement, Russell T. Davies, qui est donc l'auteur, le producteur de cette nouvelle mouture de Doctor Who, veut faire plus d'épisodes spéciaux. C'est pour ça qu'on a un jukebox dans le TARDIS maintenant. Hein. On espère qu'il servira. Ouais. Moi, Alors, au moment où on enregistre, tu l'as dit tout à l'heure, l'épisode de Devil's Code avec les Beatles est sorti. Je ne l'ai pas encore vu. J'ai très très hâte de voir cet épisode. Bien sûr. Personnellement. Mais moi ça faisait longtemps que je me disais, ça serait bien d'avoir des épisodes un peu musicaux sur Doctor Who. Là, déjà, je sens qu'il y a plus d'ambition musicale. Déjà, on l'a vu dans la scène de la boîte de nuit. Ouais, c'était... Oh, l'effet clip, il est onirique, tu vois. Ouais, j'aime beaucoup cette scène-là où on voit le docteur s'éclater, en fait. Ouais. Je connais pas la musique, par contre, qui est assez cool. Alors, j'avoue, j'ai pas cherché la musique de la boîte de nuit. Je n'y ai pas pensé parce que c'est pas forcément la série qui m'a... En fait, la scène, tu veux dire? Oui. Moi je trouve que la musique collait très très bien sur le moment, mais en fait c'est plus la scène en elle-même. C'était pas la musique qui est ressortie en plus de la scène, en plus des images, tu vois, en plus de la danse, du ralenti. C'était vraiment un tout qui m'a fait ne pas m'attarder sur un truc, tu vois. Et c'est ça qui est hyper fort, parce que quand tu fais un effet clip, c'est ça qui est très dangereux. Donc un effet clip, c'est le fait de
qu'il n'y a que de la musique extra-diégétique. Donc c'est pas de la musique dans l'histoire, hein, c'est de la musique que seuls nous, les spectateurs, puissions entendre. Non. Enfin, alors là, du coup, je vais peut-être pinailler, mais elle est peut-être inscrite justement dans la série, puisque ça peut être la musique de la boîte de nuit. Ah oui, tout à fait, c'est la musique de la boîte de nuit, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des ralentis au niveau des images, mais qui ne sont pas dans la musique, tu vois, c'est vraiment un truc... c'est un effet de style, l'effet clip, qui fait du coup penser à un clip musical, tu vois, c'est vraiment ça. Et donc c'est un extrait de clip musical au sein d'un épisode de série ou au sein d'un film. Et du coup, je trouvais que cet effet clip marchait très très bien, parce que c'est ça, c'est le juste milieu toujours à trouver dans l'effet clip. C'est d'avoir de très bonnes images et une très bonne musique, mais que les gens ne s'attardent pas que à l'un ou que à l'autre. Il faut que ça fasse un... Tu sais, c'est un tout. C'est de la chimie, tu vois. Et chapeau bas, parce que je trouve que moi cette scène je l'ai revue par moi-même du coup sur YouTube, et ça fait extrêmement plaisir en fait. Et puis je sais pas, il y a un truc, tu parlais du côté onirique, mais je trouve que c'est encore amplifié par le fait que le docteur porte un kilt à ce moment-là. Il est très très stylé. Ça te donne un peu le sentiment qu'il est en train de léviter au milieu de la foule, et c'est vraiment un truc très doux, très joyeux à voir, je trouve. Ouais, c'est vrai. Bon, le docteur. Smash or passe? Ah, Smash. Alors. Moi, je smash tous les jours. Hein. Smash, pardon. Oui, on le smash, oui, bien sûr, j'aime déjà bien, tu vois, on le Smash Bros, on le Smash Bros Melee. Voilà. Moi, j'ai pas trop cette phase que j'ai un peu avec le docteur précédent où il y a un temps de réadaptation. Là, du coup, je l'aime bien de suite, quoi. Mais c'est peut-être parce qu'on l'a déjà vu 20 minutes dans l'épisode d'avant aussi. Oui, mais voilà, c'est ça, on n'a pas besoin de se réhabituer à lui. Ah, c'est vrai, vous avez raison. Je pense que la dernière fois où c'était arrivé, c'était peut-être avec Matt Smith, qui pouvait passer comme ça, en fait, en un claquement de doigts. Capaldi, il a eu une saison où il a fallu qu'on attende. Ouais, moi j'ai eu quelques épisodes avant de vraiment m'attacher à Capaldi. C'est ça, saison 9 et 10, en fait, tu l'adores, et saison 8, t'es un peu en mode, ouais, j'attends la suite. Tu vois. C'est vrai que l'écriture de son personnage en saison 8 était quand même... Il était bancal. Ah, il était froid. Après, c'était ce qu'il voulait, mais c'est justement ce qui a été difficile, je pense. C'est ça. Oui. Et Whittaker, moi perso, j'ai attendu, et la seule fois où j'ai beaucoup aimé ce personnage, c'était dans The Power of the Doctor, et finalement, elle est partie juste après. J'ai eu grave le seum. Pourtant, je dis Whittaker, c'est une actrice que j'aime beaucoup. Ouais, moi aussi. Ça. Mais elle a pas été servie par l'écriture de Chris Chibnall. Ouais, c'est pour ça que moi j'en voudrais jamais à l'actrice. J'en veux plus à la réalisation des épisodes ou à l'écriture qui était catastrophique par moments. Ouais, je suis d'accord. Il y avait des envolées, hein, genre l'épisode sur Rosa Parks, que je recite à plein de moments. Il y avait Spyfall, le début de la saison 12, tu vois. Mais par contre, Flux, j'en ai aucun souvenir, à part The Power of the Doctor qui vient après en fait. Ouais. Les 3 épisodes du Nouvel An, oubliables, tu vois. The Sea Devils, j'avais passé un bon moment parce que... Horrible, enfin... nul. Alors oui, nul, mais en fait j'en retire un truc positif. C'est un peu l'exemple du coup de toute cette saga des 3 saisons. C'était que enfin on développait le rapport entre Yaz et le Docteur, tu vois. Un petit peu. Ah oui. Et moi je me dis, mais c'est trop tard, putain, tu vois, c'est un peu en mode... Tu commences à entamer, du coup, je sais pas, ça fait des années que tu aimes bien quelqu'un, tu commences à draguer cette personne, t'es en vacances 3 mois quelque part, et tu commences à draguer cette personne la dernière semaine, c'est mort, tu vois, c'est vraiment le dernier jour. Ouais, le dernier jour en vrai, parce que c'est vraiment les 2 derniers épisodes. Donc, dommage. Mais en vrai, ce qui est, comme tu disais Léo, là à l'inverse, à The Church on Ruby Road, direct j'ai accroché avec le Docteur. Non, j'ai hâte de voir la suite. Peut-être qu'il y a des trucs qu'on n'aime pas trop, il y a un tournevis sonique, il y a du sous-titrage, mais en vrai, quand on pinaille sur des trucs comme ça, c'est que l'essentiel était très bon, non? Ouais, mais moi, il y a surtout des chansons, la chanson face au roi Gobelin, que moi je l'ai surnommé Jabba le Butt. C'était mon moment fort de l'épisode, et moi j'ai hâte de voir des nouvelles chansons dans Doctor Who, en vrai. Ouais, t'as raison. Mais il y a quelques... justement, en revenant sur cet épisode, il y a quelques mystères qui sont établis dans cet épisode, et j'aimerais savoir si vous aviez des théories dessus. Vas-y. Parce que la grande question de l'épisode, on va quand même le dire, c'est qui est la mère de Ruby Rose. Exactement. Ruby Rose. Parce que non, Sunday. Ouais, non, Ruby Rose, c'est le 5e élément. Ruby Rose, c'est l'église. On va peut-être la refaire celle-là.
Non, on va la garder. Ok, très bien. Oui, la post-prod. Non, j'assume d'avoir fourché, mais effectivement... Tu sais que moi, souvent aussi, j'ai envie de l'appeler Rose. Ouais, c'est... Oui. Mais c'est vrai, Ah, il y a un petit mystère qui est posé juste comme il faut, tu vois. Avec un petit peu de sentiment, parce que le docteur qui lâche une larme... Est-ce qu'il lâche une larme parce que le moment est dur, parce que c'est quand même quelqu'un qui abandonne son enfant, ou est-ce que le moment est dur parce que le docteur a reconnu quelqu'un, tu vois? Ah, c'est possible qu'il ait reconnu quelqu'un, parce que moi, il y a le côté où... et c'est un truc que ma nièce a relevé, ma nièce de 8 ans, Ah ouais? a relevé en le voyant, c'est... parce qu'à la fin, il y a ce moment où il y a le docteur qui voit cette personne, du coup, s'éloigner, et lui, il reste devant son Tardis. Pourquoi il va pas la voir, en fait? Donc c'est possible qu'en effet ce soit quelqu'un qu'il connaisse déjà et qu'il estime mieux de ne pas aller interagir avec cette personne. En fait, ma sœur m'a posé la question aussi, et j'ai pas pensé comme toi à ce moment-là, en mode je pensais que c'est parce qu'il connaissait la personne. En fait, je pensais que c'est parce que quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose d'aussi dur d'abandonner un enfant, je pense que par respect, en fait, le docteur... Tu vois, je pense qu'il y a une forme de respect derrière ça. Je pense qu'il voulait juste pas. Je pense que cette personne voulait rester anonyme parce qu'elle l'a toujours fait. On a bien vu que pendant 20 ans, elle a jamais laissé signe de vie pour une certaine raison, tu vois. Et c'est pas au docteur de faire ça. C'est à Rose toute seule, tu vois. Si jamais. Ruby. Ah, Rose, putain, Ruby. C'est dur, hein. Ouais, je vais y arriver. Pourtant, j'aime beaucoup ce prénom. Ça sera à Ruby de le faire. Je pense que le docteur n'a pas amené Ruby voir ses parents. Mais non, j'ai dit Ruby. Non, t'as dit rugby. T'as dit rugby. Bon, je l'appellerai Chantal. Ça sera à Chantal de faire son propre chemin et de chercher des infos sur ses parents si elle en a envie, voilà. Chantal Sunday, encore un petit possible pour l'épisode. Chantal Sunday. Après, c'est vrai que le thème principal de l'épisode, quand même, ça reste la question de l'adoption et des familles d'accueil. Ouais, tout à fait. On le passe quand même un peu sous silence, alors que vraiment, l'épisode s'attaque un petit peu au sujet, quand même. Et du coup, il y aura forcément aussi un parallèle à faire avec le docteur qui, on l'a appris du coup dans les saisons précédentes. La précédente en l'occurrence. Oui, a aussi été en fait un enfant abandonné et qui a été recueilli par les Seigneurs du Temps. Il a une petite émotion quand il le dit lui aussi qu'il a été adopté. Ouais, bah oui. Enfin, par les Seigneurs du Temps, en l'occurrence par Tecteun, si je me souviens bien du nom. Tecteun. Tecteun. Un truc comme ça. Tecteun, je crois. Bref. Donc, est-ce que éventuellement cette personne ce serait également Tecteun? Ce serait un peu facile, je trouve, de la part de Russell T Davies. Ouais, ça serait facile pour moi. Moi, ma théorie, ça serait plutôt que ça va peut-être être une entité, une divinité, tu vois, peut-être du Panthéon de la Disgrâce, comme le fabricant de jouets, tu vois, je sais pas, un truc comme ça. Le Panthéon de la Disgrâce? Je crois qu'il est appelé comme ça sur Wikipédia. Ok. Tu sais, le fabricant de jouets, et il y aura peut-être d'autres personnes, tu vois. Peut-être que c'est celui qui attend, qui nous a été teasé dans l'épisode de Giggle. Peut-être, aussi. Tu vois, ou peut-être aussi que c'est le patron du MIP. Je sais pas. Tu vois. Ouais. Moi, je pense que le patron du MIP et celui qui attend, c'est les mêmes. Ouais, peut-être. Mais pourquoi tant de mystère autour? Et bah, mystère, la suite au prochain épisode. Bah oui. Exactement. Mais il y a aussi un autre mystère qui est levé dans la scène post-générique. Enfin, mystère qui est levé, non, qui est abordé. Puisqu'on a cette Mrs. Flood qui est extrêmement désagréable tout le long de l'épisode. Qui est très désagréable le long de l'épisode, mais donc Mrs. Flood qui est la voisine de Chantal Sunday. Qui du coup, à partir du moment où le docteur revient dans le passé et sauve Chantal Sunday des gobelins, qui devient assez gentil et qui à ce moment-là semble savoir ce qu'est un Tardis. Ouais. Et en brisant le 4e mur. Et qui brise le 4e mur. Parce qu'elle te regarde lourdement. Ah bah oui, quoi oui. T'as jamais vu un Tardis?
Tu vois. Bah, et c'est ce qu'elle dit. Donc pourquoi est-ce qu'elle connaît les Tardis? Est-ce que c'est un seigneur du temps? Est-ce que ce serait la Rani qui reviendrait? Avoir tant d'années sans utiliser la Rani quand l'actrice originale était encore parmi nous pour au final la faire revenir que maintenant. Ouais. Alors du coup, Mrs. Flood qui en plus, enfin faut forcément revenir parce qu'elle est jouée par une actrice assez connue au Royaume-Uni qui s'appelle Anita Dobson. Oui, tout à fait. Je vais regarder dans quoi elle a joué parce qu'elle aussi, elle vient d'un soap opéra anglais. Qui ne vient pas d'un soap opéra? Oui, oui. Shooting à toi. Eh ben, EastEnders, encore une fois. Oh putain, EastEnders. Bah de toute façon c'est facile, hein. En Angleterre, si t'as commencé dans un soap opéra, ou tu viens de EastEnders, ou tu viens de Coronation Street. Donc, exactement. Ou tu viens de Doctor Who. Oui. Mais en même temps, il faut dire qu'aussi Russell T Davies est un grand fan de soap opéra. Oui. Et notamment de Davina McCall, qui est l'animatrice qui présente l'émission dans laquelle intervient Ruby Sunday. Ah, trop bien. Oui. Chantal. Mais du coup, voilà. Chantal Sunday. Mais du coup, on revient. Juste, moi, j'aurais également une petite anecdote sur Davina McCall que je vous dirai tout à l'heure. Mais vous, est-ce que vous avez une idée de qui peut être cette Mrs. Flood? Je pense que c'est quelque chose qu'on saura plus tard, ou alors c'est vraiment insignifiant en mode hey, on te fait un teasing pour rien, mais juste pour te faire poc sur l'épaule en mode t'as vu, il se passe un truc. Un peu comme le curator, tu vois, le conservateur du musée, on n'a jamais eu trop d'explications. Je pense qu'il y en aura peut-être une. Pour moi, c'est clairement pas un parent de Ruby, parce que sinon on se connaîtrait et elle serait plus sympa avec elle, tu vois. En tout cas, c'est sûr que c'est un personnage un peu qui sort de l'ordinaire, puisque c'est la seule à briser le quatrième mur en fait. Pour moi... De tout Doctor Who. Je pense pas que c'est déjà été fait dans la nouvelle série de Doctor Who de briser le quatrième mur. Oh, je pense que tu pourrais trouver ça. Tu pourrais trouver ça. C'est un truc vraiment qui est rarissime quoi, et qui pour moi peut dénoter justement un personnage ayant des capacités particulières ou des pouvoirs... Et est-ce que finalement briser le quatrième mur viendrait pas du fait de l'affinement des réalités qu'il y a eu en conséquence de tout ce qui s'est passé sous le 14e Docteur? Et surtout le fait qu'il ait inventé des mythologies aux confins de l'univers. C'est ce que je voulais dire, c'est peut-être une mythologie aussi, enfin c'est peut-être une déesse, tu vois. Ouais, c'est possible. Tu vois, c'est peut-être... c'est possible. Parce qu'on a eu le fabricant de jouets, donc qui voulait faire le chaos par le jeu. Bah elle, je sais pas, elle veut peut-être faire le chaos par... Bon, j'ai pas d'idée. La tromperie, c'est Loki. Ouais, tu vois, ça sera peut-être un truc comme ça sera peut-être un autre méchant plus tard, tu vois. Moi, je le vois bien être un méchant en réalité. Enfin, je sens qu'elle a un peu cette vibe-là. Il y a un truc quand même que je veux dire, pour moi, c'est pas le maître, parce que... Trop tôt. C'est pas que c'est trop tôt, c'est qu'on en a beaucoup eu, en fait, du maître. Ouais. Tu vois, le maître, on l'a eu sous le 10e Docteur. Bah, on a eu sous 10, 12 et 13, tu vois. Ouais. Ah, il y a d'autres méchants à explorer, ou il y a d'autres méchants à créer, en fait. Oui, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, mais c'est vrai que c'est bien quand ça s'aère un peu, quoi. Bah, même si on sait très bien que le maître va revenir, parce que dans The Giggle, bah, il y avait la dent en or du marchand de jouets qui a été perdue, tu vois. Oui. Et qui a été récupérée par quelqu'un. On ne sait pas encore qui. Donc pour moi, cette personne n'est pas le maître, mais ça va être une antagoniste, clairement. Ouais. Oui. Ah oui, c'est sûr. Mais putain, je voulais dire un truc, je l'ai oublié. Ça y est. Dommage. Dommage. Bon, en vrai, on arrive bientôt à la fin, les amis. On arrive bientôt à la fin. Peut-être du coup, je vais pouvoir glisser à ce moment-là ma dernière petite anecdote sur Davina McCall. Ouais. Donc Davina McCall, c'est donc cette animatrice qui anime l'émission dans laquelle intervient Chantal Sunday. Sans Véronique. Voilà. Elle anime réellement sur les chaînes ITV en fait une émission dont le principe est ce qu'on voit dans l'épisode, c'est-à-dire d'aider des personnes à retrouver leurs proches. C'est perdu de recherche. Et qui s'appelle Long Lost Family. Oui, perdu de recherche quoi. Exactement. Et l'équipe de production de Long Lost Family a justement intervenu sur la production de cet épisode pour leur expliquer clairement comment ils faisaient l'émission et voilà.
Ah, d'où du coup cet encart. Au début, il y a une interview sur le fait que Ruby recherche ses parents biologiques. Et c'est pour ça que du coup en Angleterre, il y a encore une émission faite pour ça. Donc c'était un clin d'œil. Si on est britannique, on a reconnu l'émission en fait. Exactement. Et quelques scènes plus tard, Davina McCall a expliqué qu'elle a été attaquée par un élan. What the fuck? Un caribou? Oui. Elle dit que... je sais pas comment ça a été traduit en français, mais elle dit I've been attacked by a moose en anglais. Donc ça doit être un élan, ouais. Bah, un caribou, quoi. Et sachez que ce n'est pas possible parce que l'élan a disparu du Royaume-Uni depuis plus de 8000 ans. Non, mais elle était en vacances au Québec. Oui, voilà. Ouais, je dis... Washtat. Elle était allée voir ses cousins canadiens. Oui. Puis, avec un petit peu trop de suze, elle s'est réveillée sur le bas-côté de la chaussée. Non, on a dit, c'est dans la charte. Interdit, l'accent québécois est interdit. On avait dit non. Voilà. C'est sur cette anecdote très drôle. Putain, bah très bien. Non mais c'est bien, moi ça nous fait comprendre un peu mieux l'épisode. Moi j'avais pas cette historique d'émission. J'avais imaginé qu'une émission comme ça pouvait exister. Je savais que ça existait en France, notamment parce que c'était Les Inconnus, je crois, qui avait fait un sketch. J'avais parodié une émission, je crois que c'était de Sabati. C'est l'émission originale s'appelait Perdu de vue et qu'ils ont renommé en Perdu de recherche. C'est beaucoup mieux, Perdu de recherche quand même. Ok, bah les amis, on arrive à la fin de cet épisode. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Oui, bien sûr. Est-ce on n'explique pas un petit peu aussi nos attentes par rapport Tout à fait. aux épisodes futurs? On allait y venir. Oui, les amis, là on arrive sur une nouvelle saison de Doctor Who, enfin. Quelles sont vos attentes? En plus de passer un bon moment, bien sûr. Moi, j'ai surtout des attentes là sur les 2 prochains épisodes. Surtout sur l'épisode, j'en ai parlé tout à l'heure, de Devil's Cord avec les Beatles. Je suis un grand fan des Beatles, j'aime beaucoup les Beatles. Tu aimes beaucoup les coccinelles, bravo. T'aimes beaucoup les Beatles, du coup on en parlera beaucoup. Voilà. C'est donc toi qui te chargeras de présenter l'épisode. Oui, c'est pour ça que c'est moi qui ferai le résumé, bien sûr. Donc du coup moi j'ai vraiment hâte de voir cet épisode-là, d'être introduit à ce nouveau méchant incarné par Jinx Monsoon. Ouais, qui a l'air très stylé. Ça a l'air incroyable. Space Babies, j'en attends pas grand chose, personnellement. Moi j'en attends un peu, tu sais, comme la fin du monde, le 2e épisode de Eccleston avec Rose. Oui. Un petit truc comme ça, tu vois, une petite visite dans le futur, un petit truc qui se passe bien, tu vois. Voilà, je pense, un petit truc sans prise de tête, pourquoi pas. Oui, un petit truc qui se passe bien sans prise de tête. La fin du monde. Et des bébés. Waouh. Et toi, Nico? En vrai, c'est vrai que l'épisode sur les Beatles est probablement celui qui m'intéresse le plus actuellement pour le peu que j'en sais. Après, je prends toujours les épisodes de Doctor Who comme ils viennent. Donc j'attends autant l'un que l'autre parce que j'ai envie d'être surpris en fait dans cette nouvelle saison. J'ai envie que mon regain d'intérêt pour Doctor Who revienne semaine après semaine et pas en mode cette semaine l'épisode ne sortira pas, on verra la semaine prochaine. J'ai envie que la série me reprenne un peu parce qu'elle m'a perdu les quelques années précédentes. J'aimerais bien qu'elle me reprenne un peu à bras le corps. Non, pareil. Et qu'elle me donne envie de rester enthousiaste pour la suite de la série. Voilà. Les épisodes des 60 ans ont ravivé la flamme pour moi. Ouais. Quand je dis les épisodes des 60 ans, c'est les 4 spéciaux qu'on a vus jusqu'à maintenant. Tout à fait, donc les 3 épisodes avec le 14e, et là ce premier épisode avec le 15e, bien évidemment. L'église de Ruby Road, oui. Ouais, pareil, on est sur une bonne lancée, j'espère qu'elle ne s'essoufflera pas. J'espère aussi du coup avoir un bon final, tu vois, de saison, parce que je pense que ça fait un moment qu'il n'y en a pas de finale de saison, la saison 11, saison 12, saison 13 qui m'ont hypé. Donc pareil, j'avais été bien essoufflé par l'ère précédente de Doctor Who. Voilà, et moi du coup j'espère juste passer un bon moment parce que c'est ce que je préfère dans Doctor Who. Bah oui, mais j'avoue que rien que le titre, qui fait très Doctor Who classique, le titre du dernier épisode, Empire of Death. Oui, en mode Logopolis, tu vois. Exactement, City of Death, enfin des trucs comme ça. Ouais. Et le petit visuel qu'on a eu avec le Tardis dans la nuit ou sous l'eau, je sais pas, dans un endroit très très sombre, moi ça m'a beaucoup excité. Bah pareil, nous sommes très excités.
Voilà, nous espérons Ok. que vous avez passé un bon moment. On va passer à la toute dernière séquence de ce podcast. Ce qui est génial, c'est que je n'ai pas prévenu mes acolytes, qui est une séquence que j'adore faire dans n'importe quelle émission que j'organise ou interview ou entretien. C'est un blind test. Non, allez, c'est reparti pour 1h30. Non, c'est une petite recommandation culturelle. Voilà, un petit truc que vous avez vu récemment, que vous avez beaucoup aimé. Si vous en avez pas, c'est pas grave. Vous pourrez en préparer pour les prochains épisodes. Mais voilà, s'il y avait un truc que vous avez apprécié récemment sur YouTube, une musique, ou même un truc pas récent, mais que vous venez de découvrir, n'hésitez pas, les copains. Comme ça, on peut faire partager ça, quoi. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Alors moi j'ai déjà une idée. Nico, toi t'as quelque chose? Oui, j'en ai un. Allez-y, ok. Léo? Allez, Léo très avait bien. l'air plus motivé que moi. Ok. Alors, moi, j'ai découvert très récemment, il y a une semaine, j'ai commencé à regarder la série documentaire sur Jérôme Jarre. Waouh. #Love Army, où es-tu Jérôme? Ok. Qui est... Oui, on change complètement de sujet. Ah, mais c'est ça du qui est coup, bien. pour ceux qui ne savent pas, donc Jérôme Jarre était un Viner dans les années 2010. Ouais. Qui au début faisait des vidéos Des trucs plutôt sur Vine. humoristiques. Oui, un Viner qui fait des trucs sur Vine, oui, c'est logique. Non, il a fait des trucs avec des gens hyper connus, non? Oui, il y avait des Viners américains, etc. Et il a fait notamment des... il y a un moment donné dans sa carrière, il s'est réorienté sur des choses toujours sur Internet, mais plus tournées sur l'humanitaire. Ouais. Et notamment, il avait fait des actions pour le peuple Rohingya Oui, c'est vrai. en 2018, je crois. Et du jour au lendemain, Jérôme Jarre a disparu des merde. réseaux. Ok. Non, il est disparu du réseau. Et Perdu dans la toile. voilà. Et du coup, il y a également, visiblement, ces actions auprès des Rohingyas ont cessé aussi quasiment du jour au lendemain. Pour le moment, j'ai vu que les 2 premiers épisodes de cette série documentaire. Ok. Mais du coup, c'est très intéressant parce que ça dévoile déjà qui étaient un peu les dessous de l'internet de cette époque-là aussi. Ah, c'est une capsule temporelle, ça c'est cool. Ouais. Ouais. Un peu comme l'a été aussi le documentaire sur Merci Internet, le documentaire sur Squeezie. Ok. Allô? Oui, j'étais pas sûr. Léo, tu nous entends? Oui. Je pense qu'on a perdu Léo. Ah, je pense qu'on a perdu Léo. Va falloir le récupérer. Ouais. J'étais pas sûr, j'ai préféré rien dire quand ça a coupé en mode. Allô? Et c'est une fin d'émission. Ah, Léo qui m'appelle. J'arrive. Ah. Ouais, allô? Oui. Qu'est-ce qui se Tu passe? m'entends Ouais, je t'entends là. Alors, mon enregistrement s'est arrêté et là, mon ordinateur est en écran bleu en fait. Ah, le blue screen! Le Incroyable! blue screen. Bah, ça sera une fin d'émission avec le Léo sur le téléphone. Trop drôle. Et ben les aléas du direct, écoutez. Donc Léo qui nous a recommandé une petite série sur Jérôme Jarre. Oui, donc ça s'appelle #Love Army, où es-tu Jérôme, et c'est sur Prime Video. Ok, d'accord. Très bien. À toi, Nico, du coup? Ma recommandation, c'est on va rester dans le thème du voyage dans le temps. C'est la comédie Comme un lundi du japonais Ryo Takebayashi qui est sorti au cinéma le 8 mai 2024. Donc, D'accord. Donc il n'y a pas si longtemps au moment où on enregistre. Et en fait, c'est dans une petite entreprise de publicité. Un jour, il y a une demoiselle épuisée par son travail en fait qui va revivre la même semaine de travail en boucle, et avec ses autres collègues qui sont aussi pris dans la boucle temporelle, ils vont devoir trouver et comprendre comment s'en sortir. Waouh. Voilà. Encore du voyage dans le Et, temps. voilà, c'est une boucle temporelle très drôle qui parle sur du coup la situation de l'épuisement au travail, surtout chez les Japonais, Ouais. les conditions, la pression qu'on leur met, et c'est aussi quand même une jolie histoire sur comment dire, la cohésion d'équipe, l'entente avec les gens et tout. Voilà. Donc cette année, voilà, le film est sorti nationalement la semaine dernière, en tout cas au moment où on enregistre, pardon.
Et je conseille beaucoup, c'était un de mes films préférés lors du festival, donc je suis très content qu'il sorte et il a des très bons retours critiques. Voilà. Vas-y, rappelle-nous son nom. Comme un lundi de Ryo Takebayashi. Très bien, donc dans tous vos meilleurs cinémas. Voilà, exactement. Vos cinémas arrêt essai les plus proches ou ceux qui ont une bonne programmation. Bien sûr, ok, d'accord. Et ben moi, du coup, je terminerai aussi sur une recommandation audiovisuelle. J'ai découvert il y a très peu la série sur Arte qui s'appelle Samuel. Je sais pas si vous l'avez vu, qui est une série d'animation, donc très courte, qui m'a fait un peu penser à Bref de l'époque, parce que du coup c'est une vingtaine d'épisodes de 4-5 minutes sur, voilà, c'est un an de vie d'un petit garçon de 9-10 ans. Il y a énormément de place du coup à la danse, un coup de crayon un peu enfantin, parce que c'est une série animée. Très très drôle par moment, voilà, donc je vous la conseille sur le YouTube d'Arte ou sur arte.fr, la série Samuel qui a été très touchante pour ma part. Voilà. Et bah voilou. Oui, on va conclure nous du coup. Non mais Léo, tu nous entends? Oui, je vous entends, je suis toujours là, je suis au téléphone. Donc voilà, au cas où ce n'est pas expliqué, j'ai eu un petit problème technique avec mon ordinateur, donc je finis l'enregistrement au téléphone. Le principal c'est qu'on t'entende. C'est bien pour ça que c'est un épisode pilote, ça se voit, il y a des choses à corriger. Mais oui, le pilote. Bah voilà les amis, le mot de la fin. Eh bien, on va se dire au revoir. Le mot de la fin est ratatouille. Ratatouille. Bah moi je suis très content, j'ai passé un très bon moment en votre compagnie. Également. Bah, j'espère que vous aussi, chers auditeurs, vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas du coup à mettre un petit pouce bleu si vous nous écoutez ou nous regardez sur YouTube, un petit commentaire, voilà, si vous avez des petites choses à nous redire, n'hésitez pas aussi à réagir du coup sur nos différents débats durant le podcast, et on vous dit à la prochaine. Mettez des étoiles sur Spotify aussi. Mettez des étoiles, voilà, sur Uber Eats, sur tout ce que vous voulez, sur TripAdvisor, si on en a un. Ajoutez-moi sur Copain d'avant. Et puis on se dit à la prochaine. Et pour la prochaine, on va parler donc de comment c'est, Space Babies. C'est ça, le titre? Tout à fait. Oui. Et en français, c'est les bébés de l'espace? Les bébés de l'espace, tout simplement. Les bébés de l'espace. Ok, donc parfait. C'est un beau programme. À la prochaine dans l'espace avec les bébés. Bisous, à plus. Bisous. À la prochaine.